Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonjour encore. Nathalie, Michel, bonsoir. Merci d'être venue nous voir, Nathalie, de vous être échappée quelques heures de vos douces collines du Jura. Nous sommes heureux de vous accueillir ici. Nous avons une magnifique expo de vous sur la galerie. J'espère que vous avez eu l'occasion de la voir. Si ce n'est pas le cas, dépêchez-vous, elle s'en va demain. Demain est le dernier jour. Voilà. Donc Nathalie, vous êtes née un 5 octobre en Lorraine, Oui. en Lorraine, d'un Oui. père italien, d'une maman alsacienne. Votre enfance se déroule au soleil, à Constantine, en Algérie. Vous vivez entourée de vos sœurs, de vos livres, Mon frère. de votre frère. À 9 ans, vous décidez de devenir peintre et vous intégrez l'école des beaux-arts de Nancy quelques années plus tard, puis de Paris. Vous obtenez un diplôme en 1987. Vous exposez vos gravures, pastels à Paris, à Bruxelles, dans des galeries. Vous êtes repéré par des éditeurs. Vos thèmes favoris sont l'enfance et la famille, et c'est tout naturellement que vous cheminez vers la littérature jeunesse. En 87, aux éditions Nathan, vous publiez votre premier album. 97. En 97, excusez-moi. Vous publiez votre premier album dont vous êtes également l'auteur, Fête foraine. Le voici, Oui. en hommage aux filles de Jacques Tati. Et depuis, une soixantaine d'albums ont suivi. Certains réalisés seuls, d'autres avec d'excellents auteurs, tels que Joe Usland, Jeanne Benhammer, Thierry Lenain, Jean-Claude Mourleva, David Dumortier, Marie Cellier, Daniel Picouli et Michel Picmal. Ils ont été publiés par de grands éditeurs, chez Didier Jeunesse, Rue du Monde, Gallimard Jeunesse, Thierry Magnier, Albin Michel Jeunesse et Thibert. Vous avez marqué la littérature jeunesse, obtenu de nombreux prix. Un film documentaire a mis en lumière votre travail. Ce film est intitulé Nathalie Novi de l'autre côté du miroir, En hommage à Balthus. réalisé en 2008. Et vous êtes une artiste incontournable. Vous vous définissez peintre avant d'être illustratrice. Vous maîtrisez l'art de la couleur, multipliant les techniques. Vos sources d'inspiration sont nombreuses. Les artistes qui vous inspirent sont éloignés les uns des autres parfois. Et vous allez nous en parler tout à l'heure. Michel Picmal, vous êtes né un 17 décembre. Vous avez fait vos études à Henri IV. Vous êtes né à Béziers. Et votre enfance s'est aussi déroulée au soleil de la Méditerranée. Diplômé d'un doctorat de lettres, vous avez étudié les sciences de l'éducation, exercé le métier d'instituteur. À force de lire et de faire lire vos élèves, vous avez écrit des ouvrages pour la jeunesse. Passionné par les civilisations indiennes, votre premier livre, Samani, l'Indien solitaire, est paru en 88. Et depuis, vous avez publié plus de 200 titres. De nombreux ouvrages sont consacrés à la philosophie, les philofables, le conteur philosophe, Piccolo Philo, et vous êtes un défenseur de la pratique de la philosophie à l'école primaire. Et nous menons d'ailleurs cette année une action commune avec quelques classes de primaire et de 6e de Béziers. Vous dirigez les collections Carnet de sagesse et Parole 2 aux éditions Albin Michel. Et vous êtes l'auteur également d'ouvrages pour adultes. Vous avez marqué la littérature jeunesse, obtenu aussi des prix. Et vos sources d'inspiration ont croisé celles de Nathalie. Et vos créativités se sont rencontrées. 5 livres ensemble. Une vraie complicité. Comment votre collaboration a commencé ? Moi, ça marche. Il marche là? Non, il marche pas. Allô? Ouais, c'est bien, il marche. En fait, avec Nathalie, on se rencontrait souvent sur des salons.
Et c'est un peu des histoires d'amitié sur des salons qui fait qu'on a envie de travailler ensemble. Je connaissais ses albums, elle connaissait un petit peu mon travail. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé par un livre qui s'appelait Le cœur de Violette. Si mes souvenirs sont bons, c'est le premier. Hein, non ? Non, non, je pense pas. C'était un petit peu après, il me semble. Et Le cœur de Violette, c'est une histoire que j'avais écrite parce que j'étais maître d'école et j'avais été confronté à plusieurs reprises à des cas d'inceste dans ma classe. Et du coup, j'avais envie de traiter ce sujet, mais sous la forme la plus discrète possible, sous forme d'un conte, un peu comme Peau d'âne. Et j'avais écrit cette histoire, et puis elle est restée 10 ans dans les tiroirs parce qu'aucun éditeur ne voulait la publier. Et puis, dans les années 2000, une éditrice, l'édition de La Martinière, a eu envie de la publier. Et il me semblait que pour une histoire aussi difficile, sur le fil du rasoir, il fallait quelqu'un qui soit capable d'illustrer comme Nathalie, et c'est vrai que vous êtes peu nombreuses sur le fil du rasoir. Et dans l'univers du conte, puisque je sais Nathalie adore les contes, elle a fait Dame Hiver, elle a fait beaucoup de contes. Et bon, je pense que c'est une des plus belles réussites parmi les albums que j'ai faits, parce que c'est à la fois, on va dire, une histoire qui malgré tout est positive, qui s'ouvre, les fenêtres s'ouvrent à la fin, même si Violette, elle a le cœur fermé. Mais vraiment, et puis c'est une leçon de peinture, puisque pratiquement à toutes les pages, je crois que Nathalie a fait un hommage à Caillebotte, a fait un hommage à Delacroix, a fait un hommage à Balthus. Oh, ouais, on peut... comment ? À Modigliani ? À Modigliani aussi. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Voilà. Oui. Alors cet album, oui, c'était un album assez important parce que, en fait, effectivement, le sujet était extrêmement délicat. D'ailleurs, une fois, j'étais partie faire une dédicace en librairie et la libraire, une maman voulait acheter un livre et la libraire l'a juste condensé en disant c'est un livre sur l'inceste. Et je lui ai dit non, c'est d'abord un conte. Et il y a une seconde lecture possible, évidemment. C'est quand même un livre fait pour les enfants. Et les enfants qui auraient subi ça, peut-être, ça va ouvrir des portes. Et c'était un peu l'idée de toute façon. Et je crois que tu as eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Mais ça reste quand même de la littérature jeunesse. Et évidemment, comme Peau d'âne, c'est subtil. Donc, et j'aime bien les choses qui sont subtiles. Et c'est vrai que lire les textes de Michel Picmal, quand ça m'arrive, quand un éditeur me propose ou que tu me proposes, il y a comme une évidence. Mes images arrivent immédiatement, comme avec Jo Osland, par exemple. C'est comme un air de famille, un peu. Il y a quelque chose qui me parle tout de suite et je sais à peu près ce que je vais faire. Ça n'arrive pas pour tout le monde, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même des familles d'écriture, dont la tienne. Avec Jo aussi, ouais. Oui. C'est vrai que la réception du livre a été un peu étonnante, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui trouvaient que c'était pas bien de publier un livre sur ce sujet-là. Et puis finalement, le livre après s'est installé, est devenu un peu un classique, et même est utilisé souvent par les psychologues pour pouvoir faire démarrer des discussions avec des enfants pour voir où le trouble se situe. Et ça m'est très souvent arrivé sur des salons de voir des personnes venir en larmes, venir nous remercier d'avoir fait ce livre-là. Et ça a été la chose la plus touchante, que les gens qui eux-mêmes avaient subi l'inceste l'avaient reçu un peu comme un cadeau, parce que ça s'ouvre aussi, comme les fenêtres s'ouvrent à la fin. Voilà. Mais c'est sûr qu'au départ, il y a eu quand même certaines critiques qui étaient sévères un peu, qui nous disaient pourquoi vous parlez de sujets comme ça. Si je n'avais pas été maître d'école et si je n'avais pas été confronté à ces problèmes-là, je n'aurais pas eu envie du tout d'en parler. Voilà. Vous avez pris un risque, peut-être ? Heureusement qu'on prend des risques. Je crois qu'on dit qu'il n'y a pas de littérature s'il n'y a pas de risque. La littérature, c'est automatiquement de la prise de risque. Je crois que tu es un peu d'accord avec toi, même sur le plan des images. Oui, que ce soit la peinture ou la littérature ou la musique, ou, enfin, tous les arts, je pense, il faut une forme d'engagement, je pense que c'est un peu normal. Et puis bon, aujourd'hui, on en parle de façon beaucoup plus libérée. C'est vrai qu'à l'époque, c'était des thèmes qui étaient compliqués à aborder. Et le hasard a fait que je faisais au même moment un petit livre chez Nathan avec Thierry Lenain, qui s'appelait Maudit Corbeau et qui était exactement sur le même thème. Donc, mais alors, vraiment travailler différemment.
Donc c'était très particulier aussi pour moi d'avoir ce hasard comme ça qui me fasse faire 2 albums sur le thème de l'inceste. Mais voilà, mais vraiment dans mon atelier, je me disais le cœur de Violette. Oui, son père lui a volé son cœur. Oui, c'est vrai, mais c'est un conte. Et il y a quand même un prince qui va être fou d'amour pour elle au point d'être presque agonisant. Et, et c'est elle quand même qui va le sauver. Donc ça veut dire la force qu'a cette petite Violette, la force de l'amour et la force de cette princesse Violette, dont la mère n'était pas non plus particulièrement aidante, je trouve. Petite anecdote, ça m'arrive souvent que des écoles aient lu plusieurs de mes livres. Par exemple, on confie aux gamins 20, 30 ou 40 de mes livres. Et souvent après, quand la maîtresse demande aux enfants quel est le livre que vous avez préféré, il y a beaucoup d'enfants qui disent Le cœur de Violette. Alors je vois les titres qui pâlit, parce qu'en fait, c'est aussi un livre qu'on peut prendre à un autre niveau. Il y a beaucoup d'enfants qui voient la souffrance, l'absence du père, vous voyez, puisqu'après le père il meurt et donc elle reste avec sa souffrance. Donc voilà, c'est assez rigolo de voir. Chaque fois, je regarde le visage des instits quand les enfants disent mon préféré, moi, c'est Le cœur de Violette. Moi, quand j'ai lu Peau d'âne quand j'étais petite, j'adorais les contes de Perrault. Donc, et quand j'ai lu Peau d'âne, je ne savais pas ce que c'était l'inceste, heureusement, et je ne comprenais pas du tout ça. Et même quand j'ai vu pour la première fois Peau d'âne de Jacques Demy, qui est quand même un de mes cinéastes préférés, et que Delphine Seyrig chante Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Eh bien, Michel, t'aurais pu pousser la chansonnette. Je comprenais bien qu'il y avait quelque chose dans tout ça, mais c'était ce qu'on gardait de Peau d'âne, c'était aussi autre chose. C'était la magie, c'était surtout dans le film de Demy, où on passe du rouge au bleu, les couleurs, tout ça, c'était complètement incroyable. Mais heureusement, il y a plusieurs lectures dans un livre, et dans les albums jeunesse, heureusement, il y a plusieurs lectures également. C'est ça qui est formidable, je trouve. C'est ça qui me plaît, moi, dans la littérature jeunesse. C'est vraiment ces multiples visions des choses. Vous voulez que j'enlève mon chapeau, parce que je ne vous vois pas vraiment, vous êtes super haut, vous devez voir juste ça, et moi, je ne vous vois plus. En fait, je coupe ici, là où il n'y a personne, à peu près. Je ne sais pas si je peux l'enlever. Hein. Voilà, ce sera peut-être plus... Enfin, je ne vous vois pas mieux, parce qu'elle allume... Oh, ceci dit, ça fait parasol. C'est pas mal aussi. Mais bon. Et donc vous, Michel, quand vous avez découvert le travail de Nathalie, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous aviez déjà des images en tête? Est-ce que vous vous laissez surprendre parce qu'elle propose? Alors, c'est vrai que souvent on nous demande comment on travaille avec des illustrateurs et est-ce qu'on a des images. Pour ma part, je ne travaille pas du tout avec des illustrateurs. C'est-à-dire que je considère qu'un illustrateur ou une illustratrice, c'est un artiste et que je n'ai rien à lui dire. Il a le texte, il a le découpage du texte, souvent par l'éditeur, en images, et puis ça s'arrête là. Et bon, tu le sais, Nathalie, jamais j'interviens. Jamais j'interviens. Il y a des illustrateurs, des fois, qui me disent on pourrait vous montrer des crayonnés, mais je préfère pas. Parce que je trouve que c'est tellement sur le fil du rasoir que si je me permettais de dire à Nathalie, mais moi, par exemple, on parlera après de La neige vive, où il y a une maman, c'est ma maman. Si je lui disais, oui, mais tu sais, ma maman, elle avait les cheveux bruns, elle les avait pas blonds, il y a de quoi déstabiliser. Je pense que, sincèrement, le travail que fait Nathalie sur un album comme ça, c'est comme marcher sur un fil, un peu. Je crois. Il y a quelque chose d'équilibriste. Et si jamais je me permettais de dire un mot, ça pourrait vraiment, je pense, la faire tomber du fil, quoi. C'est le sentiment que j'ai. Je ne sais pas si ça t'est arrivé des fois d'avoir des illustrateurs qui te bloquent parce que tu sens qu'ils veulent un truc ou autre chose. Ça t'est arrivé des fois? Moi, je ne suis pas très auteur de... Enfin, quand j'écris, c'est pour moi. Donc... Non, j'ai toujours eu la chance d'avoir des auteurs qui étaient vraiment contents, je crois, de ce que j'avais fait et qui ne sont jamais intervenus. Pas plus que je n'interviens dans leurs textes. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, on travaille, on est ensemble et en même temps on est séparés. C'est l'éditeur, le marieur, et c'est le directeur artistique pour moi qui s'occupe de faire avancer les choses. On parle beaucoup, mais pas avec l'auteur. Je parle beaucoup avec le DA. Et par exemple, chez Didier Jeunesse, c'était Vincent Etienne avec qui je travaillais beaucoup.
Et on avait des discussions des heures durant sur le thème que j'allais aborder, sans dire, c'était pas des discussions pour dire là tu vas faire comme ci, là je pensais faire comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'était plutôt des discussions sur le thème qui partaient un petit peu dans tous les sens, et on rebondissait tout le temps, et c'était là qu'à la fin, il y avait toujours un vrai enrichissement dans mes recherches, en fait, grâce à cette discussion, parce que l'éditeur avait déjà une idée, et moi j'avais aussi une idée, et de les confronter, c'était bien. Après, avec l'auteur, c'est très délicat. Je peux dire que dans Moi Ming, Clotilde Bernos fait de l'illustration. Elle est plutôt auteure, mais elle aime bien dessiner. Et je sais que ce que j'ai fait est absolument différent de ce qu'elle imaginait, complètement. Mais le succès du livre fait que de toute façon, je ne sais pas, elle m'a jamais rien dit. Mais c'est vrai que, par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'elle n'a pas aimé, mais je crois qu'elle aimait bien quand même. Donc, il me semble, hein, je ne suis pas sûre. Mais quand elle parle à un moment donné dans Moi Ming, j'aurais pu être crocodile sur le bord du Nil Fertiti et croquer, etc., tous les touristes ventrus avec leurs appareils photo. Je me suis amusée à faire un monsieur crocodile peintre qui croquait, qui faisait des croquis. Donc, mais j'ai vraiment pris les choses. Le mot, j'ai joué avec, puisque je trouvais que c'était plus amusant de jouer avec ça plutôt que de faire un crocodile qui croque, etc. Ça n'a aucun intérêt pour moi, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été très bien peut-être, mais moi, je ne le voyais pas. Donc, j'ai préféré faire le peintre qui croque. C'était beaucoup plus amusant. Et j'ai fait Hercule Poirot, Jacques Tati en Égypte, les vacances de Monsieur Tati en Égypte. Enfin, bref, je me suis même dessinée. Enfin, en fait, on peut s'amuser dans ces cas-là. Il y a certains textes qui s'y prêtent, mais pas tous. Ceux de Michel, je ne peux pas faire ce genre de choses, vraiment. Non, parce que s'il n'y a pas... C'est vraiment une histoire du cœur. Donc, voilà, Moi Ming, la deuxième partie, elle est vraiment dans le cœur. Donc, on repasse à quelque chose de très profond, etc. Mais la première partie étant, j'aurais pu naître reine d'Angleterre, je pouvais m'amuser. Et c'est vrai que Clotilde Bernos, je sais qu'elle n'aurait pas fait ça, ça c'est sûr. Mais c'est ça aussi la richesse. Et ce que j'aime, c'est imaginer, par exemple, on le voit hein, dans des contes extrêmement classiques, que ce soit La princesse au petit pois, le petit chaperon rouge, enfin peu importe. On voit tout le travail que chaque illustrateur a pu faire à partir de ces contes ultra connus. Ils sont tous différents et en même temps, pourtant, ils commencent tous de la même façon. L'histoire est la même, ça se finit absolument de la même façon, mais c'est traduit d'une autre manière. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est tous différents. C'est ce que disait Delphine Seyrig aussi dans Baiser volé. Nous sommes tous exceptionnels. On a tendance à s'imaginer que justement, vous avez une complicité tous les deux et qu'effectivement vous travaillez ensemble, vous en parlez. En fait, non, vous nous dites que vous vous laissez vraiment oui, parce un espace de liberté. Et d'ailleurs, je pense à Nathalie pour certains textes. C'est-à-dire, je ne me verrais pas lui confier certains autres textes où je sens qu'elle ne se serait pas en résonance. Chaque fois, c'est vrai, je lui donne à Nathalie peut-être le plus difficile. Vraiment, hein, sincèrement. Par exemple, La neige vive, qui est celui qu'on a fait ensuite, quoi. Hein. Alors, il ne se passe rien. C'est vrai, c'est un album où il se passe peu de choses. C'est presque une anecdote. Hein. C'est un petit garçon qui n'a jamais vu la neige et qui est malade dans son lit. Et la seule fois où il se met à neiger, c'est quand il est malade. Et donc, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie d'aller voir la neige. Et il ne peut pas y aller puisqu'il est gravement malade. Et donc, ses frères vont comploter pour l'amener voir la neige dehors. Et la maman qui a peur, parce que c'est une prise de risque, va comprendre aussi que cet acte-là peut-être l'amener vers la guérison, quoi. Mais il ne se passe rien. Voilà. Et en plus, c'était ma maman, c'est mes frères. Et Nathalie, il lui a mis un univers de contes avec une maman qui est une véritable princesse. C'est toi au début. Oui, c'est moi. C'est moi au début. Alors, je ne sais pas où c'est qu'est la maman. Voilà, par exemple, voilà, la maman est... Bon, il est évident que ma maman n'était pas habillée comme ça. mais voilà, c'est ça. Le souvenir, il est magnifié. Hein, ce qui est important, en fait, voilà, c'est que l'histoire est liée.
Et puis, Nathalie m'avait croqué un petit peu. Elle s'était imaginé comment comment je devais être enfant. Et c'était pas loin de ça, mais j'ai beaucoup changé. Oui, c'est vrai que je t'avais donné une petite photo. Tu m'as donné une petite photo. Ouais. C'est Michel quand il était petit. Parce qu'il a été petit. Mais tout le monde. Mais en fait, quand tu nous offres un souvenir de ton enfance, quand tu me l'offres d'abord à moi, puisque c'est moi qui le mets en image, en fait, il faut que ce souvenir devienne un peu universel finalement. Et on a tous des souvenirs d'enfants malades, pas forcément très malades, mais un peu malades, et qui, voilà, que les sœurs vont gâter, enfin, je sais pas, on a tous un peu ça en soi, et je trouve que ça a ce côté, voilà, je me suis appropriée, hein, en fait, mais je savais que c'était, Michel m'avait confié que c'était lui, mais ce sont des cadeaux de recevoir aussi des histoires qui sont des petits souvenirs, parce que quand c'est petit, c'est pas pour autant que ça manque de grandeur. J'aime beaucoup les souvenirs, moi. Et je l'avais appelé La neige vive, en hommage à Christian Bobin, dont un de mes livres préférés est La plus que vive, pour parler de quelqu'un de mort. Appeler quelqu'un de mort la plus que vive, ça m'avait beaucoup marqué. C'est pour ça que je l'ai appelé La neige vive. Donc Nathalie, il fait appel à vous pour des thèmes difficiles, délicats. Oui, ouais, mais je le sens, je le prends bien. Hein. J'ai pas du tout de moi, ça ne me gêne pas du tout parce que j'aime quand l'écriture est vraiment littéraire et rien que ça déjà, ce sont des cadeaux en fait à chaque fois. Et l'écriture de Michel, celle que tu me donnes, c'est toujours si c'est la plus pointue, en tous les cas, elle est très poétique. Et moi, c'est ce qui me donne vraiment des ailes. Ça m'inspire beaucoup. Voilà. Il y a de la résilience toujours quand même. Oui, en plus, il y a aussi la résilience. Et puis l'enfance. Bon, l'enfance, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. On est bâti dessus. On a tendance, quand on est adulte, à oublier qu'on a été enfant, alors que c'est tellement important, c'est tellement vital. Ça ne veut pas dire que j'aurais envie de revivre mon enfance, hein, mais je trouve ça très important de ne pas l'oublier. Voilà. C'est nos racines. Oui, exactement. Ouais. Et ce qui nous donne des ailes aussi, c'est l'amour. L'amour avec Roméo et Juliette. Oh. Roméo. Oui, Nathalie, c'est toujours au cœur. L'amour est toujours au cœur de ces histoires. Toujours. Il y a beaucoup de cœurs d'ailleurs dans le cœur de Violette. Le livre est parsemé de cœurs. Hein, oui. Ça s'appelle pas le cœur de Violette pour rien. Et Roméo et Juliette, Michel, pourquoi vous avez eu envie de résumer cette pièce de Shakespeare ? Alors, bon, il faut le resituer. En fait, c'était une collection que j'avais créée où j'essayais de mettre tous les textes classiques à la portée des enfants, des textes qui n'étaient plus lisibles. Par exemple, Moby Dick. Un enfant d'aujourd'hui, de 7 ans, ne pourrait pas lire Moby Dick, les 500 ou soit 600 pages de Moby Dick. Donc, beaucoup de textes comme ça qui me paraissaient importants, mais qui étaient difficiles à lire pour des enfants du primaire. Et Roméo et Juliette, je trouve que c'est extrêmement important de transmettre cette histoire, qui est une histoire du fond de l'humanité. Hein. C'est une des plus belles histoires qui existent, et qui n'est pas lisible par des enfants. D'abord, parce que c'est une pièce de théâtre. À l'origine, c'est pas un roman. Donc j'avais voulu le résumer pour raconter cette belle histoire aux enfants. Moi, je pense qu'il faut vraiment transmettre un patrimoine. Je pense qu'il faut donner aux enfants de demain le patrimoine qui nous a fait grandir. Hein. Je dis toujours qu'on est des nains sur des épaules de géants, mais c'est tout ça qu'il faut transmettre, quoi. C'est l'image à peindre, ça. Ouais. Les nains aux épaules de géant. Et donc voilà, Roméo et Juliette, et il m'a semblé que Nathalie était la personne unique pour pouvoir faire Roméo et Juliette. Merci, j'adore Shakespeare en plus. Donc, et j'ai regardé pas mal le film de Zeffirelli quand j'ai fait cet album. Et en fait, la couverture ne reflète pas vraiment mes peintures à l'intérieur. Donc je n'aime pas trop la couverture avec le cœur à l'intérieur, ça me plaît pas vraiment. Enfin, je trouve pas ça vraiment pertinent, mais bon, c'est comme ça. Et
Voilà, moi j'aime beaucoup les peintures que j'avais faites et je m'étais pas mal inspirée de peintures des primitifs italiens que j'aime beaucoup, donc tout autour du Quattrocento et tout ça. Et voilà, je me suis. Et puis j'ai dû m'inspirer aussi un petit peu de. Non, là je me suis. Si, je connais celui-ci, mais pas à l'époque. C'est inconscient parfois. Hein. Mais j'ai fait l'Italie, enfin j'ai peint l'Italie et j'ai peint l'Angleterre aussi, puisque quand même, ça se passe à Vérone, mais Shakespeare n'est jamais allé à Vérone, je crois pas. Donc voilà. Oui, la Vénus de Botticelli. Il y a des petites références comme ça, comme d'habitude. Je fais des références à la peinture dans mon travail. Vous avez dit tout à l'heure que la couverture ne vous plaisait pas. C'est possible de travailler sur un ouvrage soit en tant qu'auteur, soit que peintre, illustratrice. Est-ce que c'est possible d'avoir, in fine, un ouvrage qui ne vous satisfait pas dans sa forme? Parce qu'en fait, il y a une troisième personne qui intervient, c'est l'éditeur, et en l'occurrence aussi le directeur artistique. Et là, c'est le directeur artistique qui avait imaginé un objet, qui avait voulu imaginer un objet. Et c'est vrai que là, on est un peu prisonnier, c'est vrai, de l'éditeur, et donc de la volonté du directeur artistique d'en faire un peu un livre gadget avec un cœur. Et même, on a eu des problèmes pour l'impression aussi, puisque du coup... comme c'était un livre qui demandait d'être imprimé en Chine, puisque nous, on ne sait pas faire ça. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est cher en France à faire ça. Et du coup, l'impression en Chine s'est mal passée. On a eu des problèmes de couleurs. On a refusé le premier tirage. Ils ont recommencé. Donc, il y a aussi ça qui existe des fois. Un livre, il est aussi... voilà, il peut lui arriver des bricoles, hein, un livre. Hein. C'est vrai que Nathalie n'est pas tout à fait satisfaite de ce livre-là, tu peux le dire. Mais en fait, j'ai gardé les peintures, je ne les ai pas vendues parce que je les aime bien. J'aime vraiment bien ce que j'ai fait avec Roméo et Juliette. C'est pas parce que par flagornerie ni par égocentrisme, hein, mais je les trouve vraiment pas mal. Donc, et je trouve que ça rendait hommage à Shakespeare et à ce que tu as fait aussi, qui est une prouesse de mettre en si peu de mots cette histoire. Donc, je trouve que c'était très beau. Et je trouve que la couverture ne rend pas exactement l'esprit de notre travail, je trouve, à William, Michel et moi. Voilà. Mais ça arrive presque plus, ça. C'est vraiment, c'est très rare maintenant qu'on soit vraiment déçu par une couverture. Ça n'arrive quasiment plus. Il y avait des problèmes techniques qui n'existent plus trop maintenant aussi, je crois. Plus d'écoute aussi peut-être Peut-être aussi, mais honnêtement, ça s'est beaucoup amélioré, je crois, aussi. Mais bon, je trouvais juste que ça ne lui rendait pas hommage, c'est tout. Après... Mamouchka. Alors Mamouchka, quel a été le point de départ de cette histoire? Alors vous allez dire que vraiment je confie à Nathalie des choses difficiles. Parce qu'en fait, Mamouchka, j'avais imaginé un peu une personne très âgée. Moi, j'étais entouré aussi de ma maman qui était très âgée. On sait que c'est des gens qui vont partir. Et quand quelqu'un va partir, on aimerait qu'il parte le plus sereinement possible, quoi, que ce ne soit pas une mort en souffrance, ce que je nous souhaite à tous, en tout cas, de partir. Et donc, j'avais imaginé l'histoire d'une... Je l'ai situé en Russie parce que je pensais déjà à Nathalie. Je me disais que le situer en Russie, ça allait permettre des crinolines, des belles robes, voilà, un peu Anna Karénine, un peu l'ambiance d'Anna Karénine. Et donc cette vieille dame va acheter un coussin sur un marché. Et en fait, avec ce coussin, elle va partir. Elle va se mettre dans le coussin, elle va partir. Et elle va revoir tous les bons moments de sa vie. Voilà. C'est un départ serein. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un livre sur la mort, mais c'est un livre sur la mort où j'essaye là aussi, encore une fois, que ce soit résilient et qu'on le voit du bon côté. J'adore cette image qu'avait fait Nathalie. On est un peu loin d'Anna Karénine. Ouais. De la vieille dame, mais C'est super rare quand je dessine des vieilles personnes en plus. Parce que moi, je n'ai pas connu de grands-parents. Mes parents sont morts jeunes également, donc je connais très peu de personnes âgées. Donc, et c'est super rare quand j'en dessine. Donc c'était assez... Mais ces yeux bleus
tellement claires qu'on les voit presque pas. C'est vraiment la Russie, ça. Comment tu l'as reçu, toi, ce livre-là ? Mais moi, j'ai adoré vraiment faire ce livre et je me suis amusée. Alors ça, c'est très technique ce que je vais vous dire parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je me suis amusée à utiliser une technique pour chaque moment. En fait, quand elle est vieille dame, j'ai utilisé la peinture acrylique avec des couleurs un peu sourdes. Et quand elle a ses souvenirs, j'ai utilisé les pastels qui donnent beaucoup de fraîcheur. Et puis, j'ai intercalé, sans que personne me demande, mais je trouvais que c'était une belle idée d'intercaler des images en sépia, comme des clichés anciens. Et voilà, ça m'amusait bien de faire ça. Et ça a été validé par l'éditeur. C'était pas prévu particulièrement, mais je trouvais que c'était bien d'avoir comme des clichés anciens, parce que souvent nos souvenirs sont empreints des photos qu'on regarde et qu'on regarde encore, dont on s'use les yeux quasiment. Mon enfance, elle est quasiment faite qu'à partir des clichés qui sont dans une boîte en fer. Et j'aime bien broder dessus. Donc je trouvais que c'était bien aussi qu'elle s'endorme sur son coussin brodé de ciel, avec des broderies de souvenirs comme ça. Je trouvais que c'était beau. Et puis c'est vrai que c'est un livre sur la mort, mais quelle mort paisible et douce. Donc ça réconcilie presque. Et puis mourir quand on est très 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 vieille, parce qu'elle est vraiment très 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 vieille. Elle a au moins, je sais pas moi, 101 ans. Donc donc voilà. Là ça va. Moi ça me réconcilie un petit peu avec la mort. Et chez nous, mes sœurs, mes parents, j'ai plus que 2 sœurs vivantes, donc, et on était 7, donc, et mes parents sont morts également, donc les gens sont partis trop vite, donc ça j'aurais eu du mal. Mais une grand-mère très 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 vieille, moi je trouve ça formidable de partir doucement comme ça. C'était un beau cadeau. J'ai un peu connu une grand-mère très vieille qui meurt, grâce à Michel. Voilà. C'est ça. Et l'utilisation de toutes ces techniques, parce que vous en maîtrisez beaucoup et vous recherchez. C'est rien, ça. Hein. Les techniques, c'est que de la technique. Ce qui compte, c'est le dessin d'abord au départ, et puis après le reste, c'est juste amusant, quoi. Enfin, bon, moi, ça m'amuse, mais c'est pas. Mais ça élargit votre capacité d'expression, ça vous permet peut-être de. Oui, je trouve qu'il y a des techniques qui correspondent à certains sentiments et d'autres moins. Donc, par exemple, je suis en train de travailler sur le bourgeois gentilhomme actuellement pour Didier Jeunesse, et je lui ai tout de suite dit à ma chère petite directrice artistique, je lui ai dit bleu de Prusse. Je vois bien mes croquis en bleu de Prusse. Je ne sais pas pourquoi. Et je trouve que ça va très bien à Monsieur Jourdain d'être habillé en bleu de Prusse, lui qui se prend pour le grand Mamamouchi. Je trouve que, bon, là, on passe de la Turquie à la Prusse. C'est drôle. Oui, il y a des techniques qui correspondent plus. La petite fille et l'oiseau, par exemple, qui est un de mes albums préférés, je l'ai fait à la mine de plomb et au crayon de couleur, avec le crayon de couleur qui arrive de plus en plus au fur et à mesure où les pages se tournent. C'est pas un livre qui a marché énormément, mais je pense que c'est un de mes plus beaux livres. Donc voilà, c'était bien d'arriver à faire un livre à la mine de plomb, moi, qu'on attend toujours dans la couleur. J'aime bien. Aujourd'hui, je peux aussi davantage faire ça. Mais à l'époque de La petite fille et l'oiseau, je crois que c'était 2007, les gens m'attendaient trop dans la couleur. C'est pas un livre qui a beaucoup marché. Mais c'est quand même le plus beau, quasiment. Donc voilà. Oui, du coup, ça m'incite à vous poser une question. Effectivement, ce ne sont pas toujours les livres que vous aimez le plus qui ont le plus de succès. Ah ben non. Vous êtes surprise parfois du succès de certains de vos livres? Oui, moi je suis toujours surprise de tout, moi, donc de toute façon, oui, quand même. Je sais pas, moi, je m'en préoccupe pas vraiment. Ça, j'avoue que c'est. Voilà, on l'a fait parce qu'on avait envie de le faire. Il y a des livres que, comme tu dis, qu'on aime beaucoup et puis qui n'ont pas vraiment marché. Je sais pas, moi je m'en préoccupe pas plus que ça, quoi. C'est pas la question, quoi. On l'a fait. L'important, c'est de le réaliser. C'est de le faire. Et puis c'est vrai que moi, quand je suis dans mon atelier, je reste quand même au minimum 3 mois sur un album. Hein. C'est le minimum. Hein. L'idéal, c'est d'avoir 6 mois pour faire un album. Mais évidemment, je n'imagine pas une seconde que ça va être regardé par qui que ce soit. Enfin, sinon, d'abord, je serais intimidée. En plus, c'est un peu une relation.
j'ai l'impression d'avoir invité dans mon atelier les personnages de l'album, l'univers, etc., dans cet atelier cage. Et voilà, ça se passe entre eux et moi. Donc, non, et puis moi, j'ai jamais eu un succès fou sur un album. Hein, donc, je peux pas vraiment parler du succès comme Rebecca d'Outremer ou Benjamin Lacombe ou Michel. Tu as peut-être eu des énormes succès de librairie. Moi, je peux pas dire que j'en ai eu des énormes. La cuisine tout en chocolat marche très bien. Moi, Ming, et si on redessinait le monde, enfin, oui, c'est des belles ventes, mais c'est pas des gros succès, si vous voulez. Moi, je suis pas dans les magazines, on parle pas de mon travail. Dans Télérama, la plupart du temps, on n'en parle pas, quoi. Enfin, si, on parlait de Jane Eyre et des Hauts de Hurlevent, grâce à Michel Abesca. Mais c'est tout. Non, on ne parle pas trop. Qu'est-ce que vous ressentez quand votre ouvrage est mis sous les yeux du public, c'est-à-dire que le chemin entre l'atelier, où vous êtes toute seule, et puis le moment où il paraît, où il est... Moi, je sais pas comment, je ressens rien par rapport à... Je suis contente quand ça paraît, je suis contente quand je le reçois, parce que je reçois le fruit de mon travail qui est édité, c'est un peu différent, c'est mis en page, il y a les coupures, il y a les césures, voilà, on tourne la page, ça n'a rien à voir avec les vraies peintures que je fais. C'est pour ça que j'aime bien faire des expositions aussi, parce que je trouve que les expositions redonnent toute la place aux originaux, donc ça c'est bien. Puis ça redonne aussi une certaine valeur au texte. Hors album, et c'est bien aussi. Je trouve que c'est un tout. Après, moi, je pense vraiment comme Michel, je suis déjà passée à autre chose. Hein. La plupart du temps, c'est comme ça. Les chanteurs disent ça, je crois que les musiciens disent ça, les auteurs. Je crois qu'on est déjà passé à... Oui, on est déjà ailleurs. Ouais. On se posait cette question d'ailleurs, on se demandait ce que vous pouviez ressentir quand vous voyez une expo de vous, à savoir que ça reste qu'une partie de votre travail. Est-ce qu'il y a une frustration ou de ne pas pouvoir tout montrer? Est-ce qu'il y a au contraire une joie de... Non, moi je suis contente quand ça part, quand il y a des expositions qui sont demandées dans des médiathèques. Je suis contente parce que je me dis que petits et grands vont pouvoir voir des originaux, parce que je trouve ça bien. Des artistes vivants, parce qu'en général on est invité, donc on voit qu'on est vivant, il y a du sang qui circule dans notre corps, enfin, voilà, on est vivant, on n'est pas mort, on n'est pas encore dans le dictionnaire, ou d'ailleurs on n'y sera certainement pas, enfin moi j'y serai certainement pas. Mais non, il n'y a pas de... Moi, tous les livres que j'ai faits, je les aime. Après, il y en a, enfin, pas tous. Il y en a que j'aime un peu moins, mais un que j'aime moins. Je ne vais pas dire lequel, ça ne sert à rien. Mais sinon, je les aime tous parce que c'est un moment de ma vie. Voilà, mais ils sont derrière. Et l'exposition fait qu'on peut les mélanger un petit peu. Moi, ce que je fais, c'est de la peinture plutôt. Moi, j'aime bien dire que je suis plutôt peintre littéraire que illustratrice. Je trouve que ça me correspond plus. J'ai fait les Beaux-Arts de Paris. Je suis tout le temps en recherche. Moi, j'aurais voulu être Rothko. J'aurais voulu être... si Rothko n'avait pas été Rothko, je pense que j'aurais été Nathalie Neuvy-Rothko, quoi. J'aurais bien aimé finir en faisant des grandes plages colorées et vibrantes. Voilà, ça m'aurait bien plu. Moi qui adore dessiner une forme de réalité, mais complètement poétisée comme ça, j'aurais bien aimé à un moment donné... arriver à faire des grandes plages de couleurs vibratoires comme ça, dans lesquelles on aurait eu envie de plonger, ça m'aurait plu. Non, les expos, j'aime bien qu'il y en ait. Après, celle que j'ai faite autour du musée imaginaire de Jane Austen, elle me plaît encore un peu plus que les autres parce que j'ai fait des objets et qu'il y a tout un circuit et tout ça. Donc ça, c'est rigolo. Enfin, c'est un côté scénographique qui me plaît bien. Après, moi, je suis toujours reconnaissante des personnes qui ont envie de montrer les originaux. J'adore aller regarder les originaux de mes amis, de mes camarades illustrateurs ou peintres. Je trouve que il n'y a rien de mieux qu'un original, quoi, je trouve. Donc, c'est toujours... Ça les rend vivants, les dessins, je trouve. Merci. Nous, on a beaucoup apprécié. C'est moi qui vous remercie d'exposer. En plus, Nathalie est très généreuse puisqu'elle offre toujours un original à l'auteur du livre. Ça, c'est assez rare, hein, je crois, pour être remarqué. C'est pour ça qu'on a amené ici des originaux que Nathalie m'avait offerts sur La neige vive, sur Le cœur de Violette.
Pas à tout le monde. Hein. Quelques mots peut-être sur Paroles de sérénité. Ah bah c'est toi ça. Oui, alors c'était une collection que j'avais créée où il y avait beaucoup de thèmes. Hein. Paroles de gourmandise qu'avait fait d'ailleurs Marie Rouanet à l'époque, Paroles de voyageurs que j'avais confié au peintre sétois Pierre François, que certains doivent connaître ici. Et puis le Paroles de sérénité, que je sais que Nathalie adore les textes. Elle est un peu comme Lucchini, un peu, quoi. Elle est fascinée par les textes, et lui confier comme ça des textes de sérénité, voir comment elle allait réagir par rapport à ces textes, ça m'intéressait, ça, c'est quand même... Voilà, donc c'est une anthologie, en fait, une anthologie poétique, et Nathalie, je ne sais pas si tu t'es régalée à faire ça, non? Oui, et puis c'est très amusant, et puis plus que ça, même c'est réjouissant en fait d'avoir des textes différents à mettre en image. Moi j'aime beaucoup ça. Alors j'aime beaucoup les histoires, hein, et puis j'aime bien aussi quand c'est de la poésie ou quand c'est un texte comme là, chaque fois c'était parfois des poésies, parfois des textes vraiment philosophiques, et c'est toujours intéressant d'aller chercher la chose à faire. Après, ça fait longtemps. Hein, aujourd'hui, je l'illustrerai encore autrement. C'est ça qui est bien. Je trouve ça super de pouvoir d'évoluer aussi avec son âge, avec son temps. Ça fait longtemps que je l'avais pas feuilleté, celui-ci. Ça fait longtemps que je l'avais pas feuilleté. C'est l'occasion. Oui, c'est une très belle collection. Il y avait Michele Ferri qui avait fait aussi de très belles choses. Ouais, très très beau. On a l'amour de l'Italie tous les deux avec Nathalie. Donc, Vous êtes aussi une passionnée de chansons, de cinéma. Tous les deux, oui. Quels sont les apports de ces passions dans votre travail d'illustratrice? Est-ce que cela vous nourrit? Oui, tout me nourrit, moi. Donc, ça peut être une balade et la couleur du ciel. Ça peut être effectivement les films, oui, bien sûr, que ce soit Truffaut, Jacques Tati, Jacques Demy, on en a parlé, mais Jane Campion, que j'adore, vraiment, que je trouve incroyable. Tout ça m'inspire beaucoup. Les photographies aussi, que ce soit Bouba ou plein de photographes, Sarah Moon, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup surtout ces paysages à Sarah Moon. Tout ça m'inspire, et je m'en sers. Hein, je leur rends hommage à ma façon, mais je me sers de tout ça parce que c'est là. La chanson, la musique, oui, la musique baroque m'inspire beaucoup. Vous chantez? Moi, je chantonne comme ça, comme tout le monde, un peu, mais c'est tout. Je chante pas davantage, et ma voix s'éraille. Donc, mais j'aime bien. Je me souviens des paroles, en fait. J'ai une sorte de mémoire comme ça des paroles, comme Michel, je crois. Parce qu'on fait des repas de temps en temps et pendant les salons, et on chante, et c'est très libérateur de chanter, en fait. Oui. Les auteurs qui vous inspirent? Alors mes héroïnes anglaises, enfin, évidemment toutes les romancières anglaises que j'aime, c'est d'abord Jane Austen. C'est vraiment c'est vraiment comme ma meilleure amie, quoi, je crois. J'aurais bien aimé qu'elle écrive plus de livres, qu'elle meure pas à 42 ans, mais bon, voilà. Et j'aime énormément tout ce qui suit aussi, Gaskell, enfin toute cette littérature anglaise qui suit comme ça. J'aime bien, évidemment, enfin, c'est toujours dans les Anglais, hein, mais j'aime bien Oscar Wilde, j'aime bien beaucoup même Lewis Carroll. Je trouve que voilà, la littérature anglaise me plaît beaucoup, mais aujourd'hui je lis pas mal de littérature indienne contemporaine, que j'aime beaucoup aussi. Comme Loin de Chandigarh ou des romans. Moi, j'adore les romans. Et puis, autrement, la littérature italienne, que je trouve vraiment très, très belle et très, très, très étonnante. Les histoires sont toujours assez... je ne sais pas si vous connaissez la littérature italienne, mais bon, je ne parle pas seulement de Elena Ferrante, mais je parle aussi que j'aime beaucoup, moi. Elle dérange beaucoup parce c'est dérangeant, en fait, ce qu'elle écrit. Elle est torturée, je pense, un peu quand même, cette femme ou ce monsieur, on ne sait pas. Et voilà, je pense que c'est une femme. Hein. Mais
Mais j'ai lu des choses qui étaient vraiment très belles aussi. Je ne sais plus tous les titres ni les auteurs, mais des choses italiennes qui sont vraiment très très bien. Et j'aime en littérature française d'aujourd'hui, j'aime beaucoup Carole Martinez, hein, que je connais et avec qui je fais quelques performances parfois. Et Le cœur cousu ou Le domaine des murmures, enfin tout ce qu'elle écrit me plaît beaucoup. Et Jeanne Benhammer également, hein, voilà, qui écrit formidablement bien, dont on ne parle pas assez à mon avis, qui vient de sortir un nouveau livre que je n'ai pas encore lu, mais voilà, Jeanne Benhammer, qui est une très grande écrivaine, je crois. Je ne sais jamais comment il faut dire, autrice, auteur, écrivaine, enfin... Oui, j'aime beaucoup Bobin aussi, oui, enfin, toute cette littérature, voilà, c'est comme des peintres en fait. Je trouve que Jeanne Benhammer, ou je suis en train de chercher le nom d'une autre femme dont j'aime énormément le travail, une française, mais j'ai un peu oublié, la même catégorie que Bobin, un peu, mais qui écrit plus long. Je ne sais plus. Enfin bref, en tous les cas, j'ai l'impression que ce sont des auteurs peintres. Tout ce qu'écrit Jeanne, par exemple, j'ai envie de le peindre. Vraiment. Donc, je l'ai fait avec Les Demeurés. J'avais fait toute une résidence où j'avais dessiné Les Demeurés, mais c'est jamais sorti, c'est pas paru, mais j'ai fait et j'ai eu bonheur à faire. Et vraiment, je trouve que c'est un texte très très fort. Donc voilà. Et ces femmes c'est souvent des femmes, oui, en fait. C'est vrai, mais c'est le hasard qui fait ça. Pas que, puisque les textes de Michel aussi. Eh bien oui, voilà, c'est pour ça que je regardais Michel en disant que c'était... Mais c'est la part féminine de Michel que je dessine, moi. Vous avez d'autres souhaits d'adaptation des projets? Oui, ben, j'en ai beaucoup des souhaits d'adaptation. Hein. Donc, alors les projets, donc je vous ai dit le Bourgeois gentilhomme parce que il y a 400 ans naissait Molière, donc on va le fêter, mais c'est pas la seule raison. Moi, je trouve que c'est formidable de mettre en image et en album une pièce de théâtre, comme on a fait avec Roméo et Juliette. Je trouve que c'est formidable, c'est frontal, une pièce de théâtre, et en même temps, on peut imaginer qu'on va tourner autour, hein, comme un cinéaste. Donc ça, j'aime beaucoup. Puis c'est bourré d'humour, donc c'est vraiment, vraiment très bien. C'est quelle fatuité. Mais ça fait beaucoup penser en fait à Orgueil et Préjugés. C'est rigolo parce que Monsieur Jourdain me fait penser à Mr. Collins, et je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances. Alors je sais pas si je suis pas sûre que Jane Austen ait lu Le Bourgeois gentilhomme, parce que je ne sais pas si c'était traduit en anglais. Mais bon, why not? Je sais pas. Et autrement, il y a Les 4 filles du Docteur March qui doit également paraître au mois d'octobre chez Tiber Éditions, pour qui j'ai fait Mrs. Dalloway, Jane Eyre, Léo de Hurlevent. Voilà, Mrs. Dalloway qui est perdue dans ses pensées. Ça marche en français, ça marche pas en anglais. Hein. L'expression n'existe pas de la même façon. Donc voilà. Ah, il est là, Mrs. Dalloway. Ouais. Tiber est un tout petit éditeur qui habite dans le cœur de la France, comme ça, en pleine campagne. Et c'est un tout petit éditeur hyper courageux qui a décidé un jour, il était libraire, il est professeur aussi en fac, mais il a décidé un jour de faire une maison d'édition et voilà, de faire des romans extrêmement connus, mais plutôt anglais, parce que pour l'instant c'est vraiment ce qu'il aime, mais il aime d'autres choses, mais c'est vraiment, on a un peu les mêmes goûts, hein, en littérature. Et voilà, il fait des romans illustrés, enfin, je sais pas si c'est illustré, parce que j'ai pas cherché à illustrer particulièrement Mrs. Dalloway. C'est compliqué d'illustrer Mrs. Dalloway de toute façon, mais j'ai plutôt donné des impressions de mes lectures. Mais j'ai quand même donné une image à Mrs. Dalloway, j'ai quand même donné une image à ces personnages qui sont là. Donc voilà. Et je trouve ça très courageux de faire ça, parce que sont des gros livres, un petit peu, voilà, qui sont imprimés en France et qui coûtent une trentaine d'euros, mais qui méritent vraiment d'exister. Je trouve que c'est courageux de mettre des textes très connus en images. Voilà. Donc je le remercie, il n'est pas là, mais je le remercie de me faire confiance pour ça. Et avec lui, on a 36 000 projets à peu près. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps, hein, mais bon, on en a beaucoup. Loin de la foule déchaînée, ou
ou Alice au Pays des Merveilles, on aimerait bien, parce que je ne l'ai jamais fait, et je pourrais le faire dans une édition d'adulte, en fait. Ça me plairait bien. Ben oui. Enfin non, j'en sais rien. Mais moi, ça me plairait. C'est pas que ce serait beau. Je dis ben oui, comme si j'étais sûre de faire quelque chose de beau. Non, ça me plairait beaucoup. Ce serait beau pour moi de faire ce travail-là. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Merci. Michel, si vous ne deviez choisir qu'un seul livre de Nathalie... Oh là là. Non, mais moi, bien sûr, comment dire, La neige vive, c'est quelque chose qui est en moi, donc c'est celui que je préfère, mais qui ne sont pas des raisons esthétiques, en fait, qui sont des raisons d'une histoire forte liée à ma propre enfance, mes propres parents, voilà. Parce que c'est difficile de choisir. En plus, Nathalie, j'aime beaucoup, elle parlait tout à l'heure du livre qu'elle a fait sur Maria Callas, La petite fille et l'oiseau. C'est aussi un de mes livres préférés parce qu'il est magnifique, même si c'est les crayons de couleur, même si c'est une technique différente. Je l'aime beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié celui-là. Mais elle fait des choses tellement différentes qu'on ne peut pas comparer, quoi. C'est comme si tu disais, est-ce qu'on préfère Balthus ou au contraire Modigliani? Ça se compare pas. Voilà, elle fait des livres très différents et qui sont tous beaux à leur façon, quoi. Merci. On va peut-être vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Novi, à Monsieur Picmal? Ah oui, il y a une question. Oui. Parle en tant que notre association Lire et faire lire, nous sommes plusieurs. Bravo. Et il est vrai qu'on a pris maintenant l'habitude de citer l'auteur et l'illustrateur. C'est bien. C'est bien. Ben, c'est bien parce qu'on est plusieurs dans un album, donc il y a l'éditeur et il y a l'auteur et l'illustrateur et l'illustratrice. Donc oui, je trouve que c'est bien. En tous les cas, c'est une très belle association. Merci pour ce que vous faites. Mais peut-être vous vouliez dire autre chose surtout. Non. Oui, mais n'hésitez pas. Hein. Ah, c'est moi qui l'ai dit. Ça, c'est Michel, hein, moi, c'est pas moi. Oui, c'est moi qui l'ai dit. Je trouve qu'il y a des sujets, parfois, qui sont difficiles à illustrer et que si on fait une image à côté, ça se casse la figure, quoi. Moi, je le ressens comme ça. Je sens que toutes les images du cœur de Violette, par exemple, c'est des images qui sont sur le fil du rasoir. Je vais essayer de vous en montrer une. Il y en a une que j'apprécie par-dessus tout. Par exemple, là, il y a le final où on arrose, on plante des cœurs. Je trouve ça absolument magnifique, alors que c'est pas ce qui est dit dans l'histoire. Je dis, rien en ce monde n'est inexorable, puisque c'est un peu sur la résilience. Rien n'est inexorable, pas plus l'aridité des déserts que le sommeil des cœurs blessés. Et dont Nathalie a dessiné un jardinier de cœurs, hein, un peu à la caillebotte. Enfin, il me semble que c'est un peu à la caillebotte, mais voilà. Où quand, on va dire, la mort s'en va, quand le chagrin s'en va, ce dessin où on voit comme ça, comme une sorte de comment on pourrait appeler ça, de tornade noire qui s'échappe. C'est la cape, et qui est aussi la cape, oui, du père, puisqu'on le voit sur la page d'à côté, le père. Voilà, c'est ce que j'appelle sur le fil du rasoir. C'est que vraiment, il faut trouver juste le bon équilibre pour que ça marche, quoi. Je sais pas, c'est quelque chose de magique, un petit peu, il me semble. Hein. C'est plus facile après sur d'autres sujets, mais là, sur des sujets comme ça, voilà. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, quoi, quand je dis équilibriste, quoi. Tu te sens équilibré? Moi, je danse tout le temps, donc oui, voilà. Et l'équilibre, c'est essentiel, et le déséquilibre aussi, forcément. Donc, je trouve que c'est bien. Mais j'ai la chance d'avoir des magnifiques textes, donc on me confie des textes qui sont vraiment, la plupart du temps, extrêmement beaux. Donc voilà. Je peux pas non plus prendre ça à la légère. Et puis je sais pas si je sais prendre les choses à la légère, malheureusement, j'aimerais bien, mais tout a du sens en général.
c'est gentil. Ah bon. À quel âge est destiné Le cœur de Violette? Enfin, à qui on peut le lire? Moi, dans des écoles, je le vois pour des enfants, des fois de 7 ans, 8 ans, 9 ans, il n'y a pas de... Et puis après, l'avantage de ce genre d'album, c'est que c'est vraiment pour tous les âges aussi. Et je trouve dommage, je dis souvent que les adultes qui ne connaissent pas la littérature de jeunesse perdent quelque chose, perdent vraiment quelque chose. Parce qu'il y a dans la littérature de jeunesse des albums qui sont forts. Ne pas connaître, par exemple, Le chien bleu de Nadja, c'est aussi triste que de ne pas connaître Mozart ou de ne pas connaître... Vous voyez, donc je trouve que dans la littérature jeunesse, il y a ça quand même. Donc, voilà. Je ne me souviens plus quelle était votre question. Non, c'était simplement l'âge, je demandais. À l'âge, voilà. Donc voilà, pour moi, un album, on peut le lire à tous les âges. Je pense qu'un ado qui lirait Le cœur de Violette, ça le toucherait aussi. L'histoire de Mamouchka, cette grand-mère qui meurt sereinement, ça peut toucher tout le monde, vous voyez, je crois. Mais c'est effectivement, à partir de 7-8 ans, on peut le lire. Quoi. Parce que oui, je pensais, nous, on lit beaucoup en maternelle, hein, quand même. Oui. Et moi, je sais que je suis préoccupée aussi ces dernières années par tout ce qui est les violences faites aux enfants, entre autres l'inceste. Et je me demandais quel livre je pourrais lire. Et donc, c'en est un que je n'ai pas lu d'ailleurs. Oui. Mais évidemment, les plus grandes maternelles ont 5-6 ans. Oui, je pense qu'on peut le lire. De toute façon, les enfants, dans ces cas-là, ils y voient ce qu'ils veulent y voir, vous voyez. Oui, je comprends. Comme nous, quand c'est vrai, c'est pareil que quand on était petit, en fait. Quand on était petit, moi j'avais surtout les contes. En fait, on avait les contes, puis après les séries, genre Bennett et Mortimer et tous ces trucs-là. Mais en fait, les contes, ils ont plusieurs lectures et c'est bien d'offrir aux petits, même qui ont, on peut leur offrir des choses amusantes, on peut leur offrir, poétiques. Je crois que voilà, il peut y avoir des très beaux albums avec un jeu, je sais pas, comme Hervé Tullet peut faire, où il y a des jeux plutôt graphiques, et puis on peut avoir des albums avec des peintures qui racontent une histoire qui est très voilà, qui emporte quelque part ailleurs dans une autre vie. Moi, je trouve que c'est ça aussi la littérature. Et la littérature, elle commence tout petit, à mon avis. Hein. On a la chance en plus en France, je crois, d'avoir des auteurs d'une richesse absolument incroyable. On peut quand même dire que Jean-Claude Morleva a eu le prix Astrid Lindgren l'an passé, qui est quand même le prix Nobel de littérature jeunesse. Donc, voilà, on est entouré d'auteurs absolument incroyables. Donc, je pense que pour les tout petits, il doit y avoir des choses bien sûr, merveilleuses. Moi, c'est vrai que c'est pas trop dans mes livres en général, mais même le musée imaginaire de Jane Austen, qui est vraiment une initiation au roman de Jane Austen, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis autrement pour ceux qui connaissent, c'est un hommage à Jane Austen. Mais même des tout petits, ils l'ont déjà feuilleté et adorent parce qu'ils voient des belles robes, ils voient des scènes étonnantes, ils voient des choses. En fait, tout peut être... c'est comme la peinture, on peut montrer Fra Angelico à des enfants de 3 ans, hein, parce qu'ils vont simplement voir l'oiseau qui est posé sur la tête du personnage, ça va complètement les émouvoir peut-être, et même si derrière tout ça il y a une grande bataille. Enfin bon, moi je trouve que chaque chose, on regarde tous avec notre regard, et c'est ça la richesse du regard, c'est qu'en fait on peut pointer sur un endroit, sur un autre, sur un détail, et puis on peut garder simplement une émotion colorée avec voilà, un rose qui va côtoyer un or. Ça va juste nous ouvrir à... je sais pas, peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ça comme ça un jour, parce que j'avais vu quelque chose comme ça quand j'étais petite. Moi, je trouve que c'est ça qu'il faut... Et tout est pour les... Évidemment, il y a des textes qui ne sont pas faits pour les petits, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais un bel album, un conte, je crois vraiment que... Puisqu'il y a plusieurs lectures possibles, c'est bien aussi. Puis c'est vous qui allez le lire, donc vous allez y mettre ce que vous avez envie d'y mettre, je crois. Moi, j'ai une autre question. Depuis que quand vous avez commencé à écrire ou à dessiner, est-ce que vous avez mis longtemps à vous faire éditer? Comment ça s'est passé? Alors, oui, je pense qu'il faut quand même du temps. Enfin, moi, je sais que le premier... je suis en train de réfléchir en même temps que vous me posez la question. Moi, j'ai commencé par écrire dans les revues.
parce que je savais que c'est quand même beaucoup plus facile. Il y a une plus grosse demande. Vous savez, les revues du groupe Bayard Presse, Milan, sont consommatrices d'énormément d'histoires. Il leur faut tous les mois des dizaines d'histoires pour le groupe. Donc j'ai commencé comme ça, et je trouve que c'est un très bon entraînement pour la littérature de jeunesse, parce que ça permet un peu de faire ses armes. Et puis, quand j'ai publié mon premier livre, Samani l'Indien solitaire, je crois que je l'ai envoyé à peut-être une dizaine de maisons d'édition avant qu'il y en ait une qui l'accepte. Mais ce qui me plaît aussi, c'est que même maintenant où j'ai publié 200 livres, il y a toujours des éditeurs qui me refusent les textes, et je trouve que c'est bien aussi, que c'est pas parce qu'on a publié beaucoup qu'on doit automatiquement être publié. Ça, j'ai beaucoup de respect pour des éditeurs qui me disent non, ce texte-là, on ne le sent pas. Et ça fait, même encore, ça m'arrive souvent de publier, de proposer à plusieurs éditeurs, hein. Même si on a des rapports d'amitié. Et ça, c'est encore mieux. Par exemple, tu parlais des éditions Didier avec l'éditrice, c'est une amie très chère, mais elle me refuse systématiquement mes textes, quoi, je veux dire. Non, mais c'est bien, et c'est très respectable, vous voyez, au contraire. Parce que je sais que le jour où vraiment elle accepte un texte, c'est qu'elle l'aime très fort. Et si on veut, si vous voulez qu'un éditeur défende votre texte, il faut qu'il l'aime. Si le publie en se disant je le publie à Bethesda, c'est un livre de Michel Piquemal, donc de toute façon on en vendra toujours un peu, si se dit ça, il le défendra pas. Donc il ne va pas se battre comme un... Or aujourd'hui, je pense que pour qu'un livre existe, il faut quand même que l'éditeur il se batte, quoi. Il y croit, qu'il fasse quelque chose, qu'il fasse de la publicité, qu'il fasse... vous voyez, c'est ce que font très bien les petites maisons d'édition. Les d'édition. petits souvent se battent beaucoup mieux que les grands, parce qu'ils ont peu de choses à défendre, et ces choses-là, ils les défendent. Oui, puis c'est pas une grosse machine à qui on demande de faire vraiment beaucoup de livres, de produire beaucoup de livres. Eux, je sais pas, chez Rue du Monde, ils en font combien des livres? Ils en font à peu près 20 par an, à peu près, quelque chose comme ça, pas plus, hein, 15-20. Et voilà, il est obligé d'en faire au moins ça, c'est une obligation, sinon la maison meurt. Moi, c'est quelque chose l'économie en littérature, en édition, je n'y comprends rien. Je ne comprends pas pourquoi on fait des livres et qu'on nous les broie au bout de 6 mois. Par exemple, c'est ce qu'a fait Nathan une fois avec un de mes livres. Et je n'ai pas compris. C'était un livre avec Josland qu'on adorait, Le songe de Constantin. Tout le monde adorait ce livre chez l'éditeur et tout ça. Mais je dis 6 mois, on va dire 1 an après, il a été broyé. Simplement parce que personne ne l'a défendu, ce bouquin. Et s'il n'est pas défendu, il passe à la trappe. Donc, Les songes de Constantin, c'était quand même un hommage à Piero della Francesca. Pour moi, c'était vraiment formidable, quoi. C'était vraiment super. Mais bon, c'est comme ça. Et ça, je comprends rien. Mais voilà. Moi, contrairement à un auteur, en tant qu'illustratrice, même si j'aime pas ce mot-là, on va pas proposer réellement... Enfin, si, on peut aller montrer des dossiers. Moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Donc, on m'a appelé parce que j'avais fait des expos, j'ai fait des trucs comme ça. Puis qu'il y a des éditeurs qui ont vu ce que je faisais dans des expos et qui m'ont appelé. Mais en fait, on nous appelle, plutôt les éditeurs nous appellent parce qu'ils ont reçu des textes qui leur font penser à notre travail, donc qui font le mariage. Donc, on n'a pas les refus qu'ont les auteurs. On peut ne pas avoir de travail, c'est possible. Mais on n'a pas les refus, puisque, à moins d'être auteur et illustrateur. Et là, oui, il peut y avoir des refus aussi. Mais un des livres que j'ai publié qui a le plus marché, c'est le Jobard, et j'avais eu 7 refus d'éditeurs. Vous voyez, donc, et pourtant, il s'en est vendu 400 000. Donc, c'est pas non plus... il n'y a pas de science exacte. Heureusement qu'il n'y a pas de science exacte. Ça a quelque chose, le texte, la littérature, on est dans un impalpable, on ne sait jamais comment les choses vont fonctionner. Des textes qu'on pensait qui ne fonctionneraient pas, mais finalement ont du succès. Et des fois, des projets qu'on se disait, c'est sûr que ça va avoir du succès, puis ça n'en a pas, quoi. Il y a une petite différence aussi dans l'album qui est destiné aux tout petits et l'album qui est destiné aux plus grands. C'est plus compliqué, forcément, parce que les plus grands, ils ont envie d'avoir des livres. Un peu moins d'albums. Les albums, ça fait un peu bébé. Donc, c'est vrai, c'est un petit peu comme ça que même les parents considèrent les choses. Alors qu'il y a des albums qui sont franchement faits pour les plus grands, quoi, vraiment, et beaucoup moins pour les plus petits. Mais c'est comme ça. C'est la vie des albums.
En tout cas, on a beaucoup de chance parce qu'on Oui. peut en faire. On en fait, on a toujours plein de projets, donc on a de la chance d'avoir des éditeurs qui nous suivent toujours, et c'est vrai que c'est... Ouais. Et des auteurs qui proposent, et tout ça. Allez. Elle est où Delphine? Elle avait dit qu'elle poserait des questions. Delphine avait dit qu'elle poserait des questions. Hein. Plein de questions, elle avait dit. Je la vois pas. Elle est là-haut? Ah, je te vois pas. Ah oui, ça y est. J'ai travaillé depuis 2 ans parce que en fait, l'exposition a été reportée plusieurs fois à cause des confinements et tout ça. Donc, du coup, j'ai pu prendre le temps de prendre plaisir à vraiment essayer de décrire les panneaux de l'exposition, à faire le livret-jeu pédagogique, à m'investir énormément dans toutes ces techniques magnifiques. Et non, vraiment, c'était un grand bonheur dans mon travail. Donc merci. Merci Delphine. Merci beaucoup. À toute la médiathèque. J'en profite pour remercier parce que c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on œuvre pour que ça se passe. Je sais que Michel était aussi derrière. Emmanuel, évidemment, pour qui j'ai une tendre pensée. Et voilà, mais... C'est vrai qu'on a soutenu cette expo. On a voulu qu'elle ait un public et que ce ne soit pas dans une période où, il y a 1 an, ça aurait été très dommage de l'exposer. Et là, on a eu beaucoup de classes. Donc, je suis très contente aussi d'avoir pu participer à expliquer l'expo aux enfants. Et elle a été très, très, très bien reçue. Enfin, tout le monde qui voit l'expo me dit qu'elle est magnifique. Et les classes, les enfants, les instituteurs, tout le monde. Donc, c'est un grand, grand succès. Ça me touche. Et puis, je sais que cette exposition, elle est composée de différents albums, dont, par exemple, Immense sans leurs ailes. Enfin, c'est les portraits d'enfants de Syrie. Moi, je fais depuis quelques années des portraits d'enfants de Syrie parce que ça me submerge, en fait, de savoir qu'il y a cette guerre qui n'en finit pas. Ça a plus de 10 ans. Ça va bientôt faire 11 ans en mars. Voilà, un jour, je ne pouvais plus d'entendre tous ces bombardements, tous ces enfants qui vivent la guerre. Des enfants qui sont nés il y a 11 ans ne connaissent que ça, en fait, la guerre. Ils peuvent à peine aller à l'école. S'ils y vont, c'est dans des camps ailleurs, séparés souvent de leur famille. Enfin, moi, ça me bouleverse complètement. Je me sens inutile et surtout très impuissante, bien évidemment, comme tout le monde. Enfin, tout le monde. Les politiciens, peut-être, pourraient l'être un peu moins, mais... Et donc, je fais des portraits, je prends des photos de reporters de guerre et sur le net, et je vais chercher un regard qui va me regarder aussi, et je vais dessiner un enfant. J'en ai fait, je ne sais pas, pour l'instant, une 50aine. Et il se trouve que c'est devenu un livre. Ce n'était pas prévu du tout que ça devienne un livre, c'était juste, j'en pouvais plus. Donc, et comme je suis un peu sur Facebook, même si j'aime pas les réseaux sociaux particulièrement, mais pour nous qui sommes illustrateurs, c'est pas mal quand même, parce qu'on montre notre travail. Et j'ai bien vu pendant le confinement combien c'était important aussi de maintenir un lien culturel et pictural avec tout le monde. Et donc voilà, c'est devenu un livre et je suis très contente qu'il y ait quelques portraits comme ça. Oui, j'aime beaucoup ce travail qui me touche énormément, puis les petites phrases très poétiques qui l'accompagnent, et aussi un fil rouge qui réunit tous ces enfants. Et ce fil rouge, c'est quoi alors? C'est le fil rouge de la vie? Non, c'est notre président qui a dit il y a quelques années, le jour où le fil rouge sera dépassé, nous interviendrons. C'est tout. Ça me fait un peu sourire. Oui. C'est tout. Je ne suis pas pour la guerre, franchement. Mais j'aurais bien aimé. Mais comment on peut s'attaquer à des gens qui sont complètement couverts par Poutine et par tout ça? C'est impossible, je crois. Je ne sais pas comment je sais pas comment c'est possible. En tous les cas, ces enfants-là, ils n'ont pas de vie. Et malgré tout, Muriel Zack a écrit un texte magnifique pour Immense sans leurs ailes, avec ces 2 petits Syriens qui ont une vie normale et qui tout d'un coup voient la guerre arriver et la vie continue, quoi. Parce que c'est comme ça et parce qu'il faut que ça continue. Et c'est voilà. Je parle des Syriens, j'aurais pu faire ça aussi pour d'autres pays. C'est juste symbolique, on va dire. Là, c'est les Syriens. Je sais pas. C'est une façon aussi de nous engager
très petitement. Alors, c'est rien du tout. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que c'est exposé, sont exposés les portraits d'enfants de Syrie, chaque fois, je donne la moitié de la location, parce que je loue mes expos, ça me permet de vivre aussi. Je donne la moitié à l'UOSSM, qui est l'organisation qui est chapeautée par le docteur Raphaël Pitti, qu'on peut voir régulièrement à la télévision, enfin pas assez souvent, mais il est là et c'est lui qui nous parle de ce qui se passe là-bas en Syrie et des convois humanitaires qui sont de plus en plus compliqués. Voilà. Oui, il y a un engagement dans votre travail, c'est vrai, puisque il y a ce travail-là sur les enfants de Syrie, mais aussi dans le Et si on redessinait le monde, qui est justement projeté là en ce moment. Il y a un ours polaire sur une île verte avec un coquelicot rouge qui lui donne un peu de fraîcheur parce qu'il fait trop chaud au pôle Nord. Et donc, c'est une manière très délicate, encore une fois, de montrer aussi qu'il y a un problème de réchauffement climatique. Et donc, en fait, il y a toujours une vision très optimiste, malgré tout. Donc, c'est un engagement, mais avec beaucoup de... Pour les enfants, bien sûr, un message qui est quand même toujours positif et très beau et très doux, même si finalement, dans le fond, il y a une vraie sonnette d'alarme qui est sonnée, quoi. Oui, oui. Effectivement, bla bla bla. Mais oui, bien sûr. On ne peut pas faire des livres pour les enfants, destinés aux enfants. Ce ne sont pas des livres qui sont que pour les enfants, mais on ne peut pas faire des livres destinés aux enfants. D'abord, qui les prendraient pour des imbéciles, parce que tous les enfants savent que le monde ne va pas très bien. Ce serait difficile de ne pas le savoir. Hein. Je ne sais pas comment ils pourraient ne pas le savoir. Et puis, je pense qu'à l'école, les professeurs, les instituteurs font vraiment leur boulot, en général, sur le tri, sur la planète, etc. Enfin, je pense qu'ils sont parfaitement au courant, peut-être plus que certains adultes. Et en même temps, si on leur dit « c'est foutu », d'abord, moi, j'ai pas envie de l'entendre parce que je suis effectivement une indécrottable optimiste. Je ne sais pas comment je fais, mais c'est comme ça. Et je pense que c'est maintenant, effectivement, il faut faire des choses maintenant. Et tant pis si on dit oui, c'est à notre petit niveau. Ben, tant pis, oui, on n'est pas des grands chefs d'entreprise multimillionnaires qui pourrions faire quelque chose. C'est vrai, on n'est pas ceux-là. On n'a pas les commandes. On n'a pas les grands dirigeants de ce monde. Mais on peut quand même essayer de... En tous les cas, il faut en prendre conscience, c'est une obligation, quoi. Donc voilà, oui, je trouve que c'est important d'être engagé poétiquement, d'être engagé de différentes manières et de façon assez délicate. Je pense que pour moi, je ne pourrais pas le faire autrement. Après, chacun peut le faire à sa façon. Et je suis toujours contente quand j'entends un artiste parler, quel qu'il soit. Hein. Moi, j'aime pas trop ce mot, hein, d'ailleurs. Mais voilà, parler de son engagement quelque part. Et je voulais juste rajouter que j'aime beaucoup le thème du monde inversé aussi, que vous avez bien développé dans pas mal d'albums, qui peut-être vient de Alice au Pays des Merveilles ou d'autres... Oui, Dame Hall, parce qu'évidemment, une petite fille qui tombe dans un puits pour aller chercher une bobine de fil, et puis tout d'un coup, avoir au bout de ce puits, quand elle fait une sorte de chute ascensionnelle inversée, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à peu près... Donc, elle fait cette chute et elle arrive dans le temps. Donc, alors qu'en général, qu'est-ce qu'il y a au fond d'un puits? C'est quand même très sombre. Et là, elle arrive dans l'endroit où Madame Hall, la dame qui fabrique le temps, œuvre. Donc, et elle va... C'est magique. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette pensée magique. Et évidemment, la traversée du miroir d'Alice, bien entendu. Et même dans Princesse Sarah, que je viens de faire chez Albin Michel, avec dans la très belle collection de Benjamin Lacombe, des contes illustrés, les mondes inversés, c'est ce qui arrive à Sarah Crew, qui est une petite Anglaise qui vit en Inde et qui est transportée au début du XXe siècle. Son père, puisqu'elle est orpheline, son père l'amène en pension en Angleterre, à Londres. Donc elle passe d'un pays chaud à un pays quand même assez gris et humide. Elle passe de l'amour qu'elle partage avec son père à une solitude absolue qu'elle va partager avec ses petites camarades de pension qui ne sont pas toujours très gentils. C'est la première version de l'autrice qui s'appelle
s'appelle Frances Burnett. Et voilà, c'est la première version, donc il y a pas trop, on décrit pas trop les personnages qui sont autour d'elle dans cette version. Et après, cette petite fille, en fait, elle va devenir orpheline de père également. Elle était assez riche et elle devient, au point qu'on l'appelait petite princesse, elle va devenir extrêmement pauvre. Et la directrice de la pension va lui donner une mansarde comme logement. Ça vous dit quelque chose, cette histoire? Et puis voilà, elle va s'en sortir finalement parce qu'elle aime la littérature. Enfin, c'est une ode à la littérature. C'est vraiment magnifique parce que c'est ça l'enfance, c'est ça la vie, c'est ça notre travail. C'est qu'on partage des choses que nous, on a toujours eu en soi. Depuis tout petit, les livres, c'est très important, grâce à nos parents, grâce à nos instituteurs, grâce aux bibliothèques. C'est très important. Et on va un jour mettre en image un texte qui prône comme ça la littérature, qui sauve. Voilà, la littérature peut sauver. Et ça, c'est... Oui, c'est bien. Oui. Merci. Merci Nathalie. Merci Michel.